Bienvenue dans Game Changer, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui réinventent les règles du jeu dans leur domaine. Nous sommes Fanny et Alexia, fondatrices d'Arcane Experience. Notre métier, c'est de faire du jeu un outil de communication au service des enjeux de nos clients. Nous créons des expériences interactives pour permettre aux équipes de dialoguer, collaborer autrement et transformer les organisations. C'est cette quête de nouvelles règles qui nous a donné envie de tendre le micro à des personnalités audacieuses pour nourrir notre réflexion et la vôtre. Prêt à jouer ? C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Changer. Je suis Alexia Diasotto. Et moi, c'est Fanny Dotzenberg. On entend souvent dire que le monde de l'entreprise est une jungle ou un marathon. Mais si pour performer au bureau, il fallait s'entraîner, exactement comme un athlète olympique. C'est le pari audacieux de notre invitée du jour. Ingénieure de formation, elle a passé plus de 30 ans à naviguer dans les hautes sphères de l'industrie avec des géants comme Thales, Safran, Renault. Du développement logiciel aux méthodes agiles qu'elle a déployées jusqu'en Inde, elle connaît la rigueur des processus par cœur. Mais il y a une autre facette de sa vie où la rigueur est reine. Les bassins de natation. Car notre invitée n'est pas seulement une experte du lean management, c'est aussi une nageuse de haut niveau, classée 9e lors des derniers championnats du monde master à Singapour. Elle a eu une révélation. Et si le manager et le sportif de haut niveau faisaient face exactement aux mêmes défis ? Gestion du stress, performance quotidienne, amélioration continue. Elle est persuadée que c'est par la transformation de l'individu que peut s'opérer la transformation d'un système plus global. Équipe, entreprise, organisation. Le changement commence d'abord par soi-même. Elle a alors décidé de changer les règles du jeu en fusionnant ces deux mondes. Elle ne se contente pas de coacher les dirigeants, elle les prépare mentalement comme des champions prêts à entrer dans l'arène et à opérer les transformations. Aujourd'hui, elle partage son temps entre l'accompagnement d'équipes chez Thales et sa propre structure où elle déploie la méthode Target. Nous sommes ravis d'accueillir celle qui muscle le cerveau des managers, Elisabeth Ducard. Elisabeth, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là. Merci Alexia, merci Fanny. Merci Elisabeth. Alors, on va commencer par refaire un petit point sur ton parcours. Donc, tu as fait des études d'ingénierie et une carrière dans des industries très masculines. En regardant où tu es aujourd'hui et avec du recul, comment ça t'a construit ? Ben, ça m'a forgée, puisqu'en fait, donc, j'ai fait l'EPF, l'école polytechnique féminine. Donc, je suis sortie en 86. Et à partir de là, j'ai voulu vraiment rentrer dans tout ce qui était ingénierie temps réel. Et je suis allée faire des missions un peu partout dans le monde industriel. Donc, comme tu disais, Alexia, je suis allée travailler pour Thales sur des simulateurs d'avions. Je suis allée travailler chez Matra sur des trains. Je suis allée travailler chez Renault pour des voitures. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai vraiment... ça m'a permis d'être au contact de personnes très, très enrichissantes qui m'ont formée, qui m'ont, au fur et à mesure dans ma carrière, m'ont appris toutes les étapes de la simple ingénieure pour faire du développement logiciel jusqu'à la conduite de projet et puis jusqu'à l'amélioration des processus qui est maintenant mon leitmotiv. Mais j'ai pu expérimenter cela sur mes 30 ans de carrière avec un petit passage dans la banque qui a été très utile aussi pour prendre du recul. Donc voilà, très heureuse d'être là aujourd'hui. Donc si tu me permets l'expression, une carrière très ancrée, très les mains dans le cambouis finalement, parce que de l'ingénierie où on construit des choses. Oui, on construit, on produit. C'est surtout la partie ingénierie, c'est comment on va concevoir un produit qui va satisfaire un client dès le démarrage. Mais ce produit doit être à la fois quelque chose qui va satisfaire un client, mais qui doit être aussi un produit qu'on est capable de construire dans l'entreprise. Et ça, c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que des ingénieurs, on pourrait faire des beaux modèles avec des belles choses, etc. Mais au moment de l'industrialisation, si le produit, on n'est pas capable de l'industrialiser et de le produire, ça sert strictement à rien. Et donc vraiment, cette ingénierie, c'est dès le démarrage d'un projet, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis capable de satisfaire un besoin d'un utilisateur ? Et aussi capable, dans le monde de l'entreprise dans lequel on est capable de le produire pour qu'après, il puisse être utilisé par les utilisateurs et qu'il puisse être vendu. Tout à fait. Et en parallèle de cette carrière donc dans l'industrie, tu es également une sportive de haut niveau. Tu as commencé la natation à 5 ans, si mes données sont exactes. Tout à fait. Quelle est la place du sport dans ta vie ?
c'est une place très importante. J'ai démarré à 5 ans la natation parce que maman ne conduisait pas. Donc, on a pris le lieu sportif le plus proche de l'appartement, qui était un bassin. La natation, t'as choisi. Voilà, tout à fait. Et en fait, après, voilà, grâce à la natation, on va dire, j'ai eu des problèmes de dos et ça m'a évité l'opération puisque j'ai une scoliose qui était assez grave. Attends, c'est pas la natation qui t'a... Non. C'est rien à voir. La scoliose est arrivée... Voilà, c'est-à-dire que en fait, lors d'un cours de gym, j'ai fait un saut en hauteur et je me suis déchiré les ligaments. Et pendant cette période où j'ai eu des plâtres, donc dans les années 80, on avait des gros plâtres avec des grosses béquilles, j'ai grandi de 6 cm. Et comme j'étais toujours pas formée, ça s'est transformé en scoliose. Mais maintenant, grâce à la natation, on m'a dit, jusqu'à la fin de votre vie, il faut nager. Il faut garder ce meilleur sport pour le dos. Et donc, j'ai continué tout le temps. Et en 2016, alors j'ai toujours fait de la compétition. J'avais réduit un petit peu pendant mes études, puisque pendant les études, il y avait quand même priorité à la réussite scolaire. Et donc, à partir de là, en 2016, je suis vraiment revenue dans le circuit d'un niveau championnat d'Europe, championnat du monde et championnat de France. Et depuis 10 ans, ça ne me lâche pas. Et donc, maintenant, ça prend une grosse partie de ma vie à côté du travail. Pourquoi ? Parce que ça me permet de gérer la scoliose avec des nouveautés qui arrivent dans le monde scientifique autour de ça. Et c'est génial de se dire que notre corps à 60 ans, il peut encore bouger, il peut encore évoluer, il peut encore se redresser. Et à côté de ça, ça me permet de faire de très belles rencontres et de me dépasser physiquement et mentalement et de tester tout ce que je peux tester au niveau de la préparation mentale. Ça fait des bons liens avec tout le monde professionnel qu'on va creuser ensemble par la suite. Toujours sur ton parcours, 2005, c'est une année charnière, transformatrice pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce pivot ? C'était une année très dense, très riche et très intense. Donc, 2005, c'est l'année où je suis partie en Inde, normalement pour 6 mois. J'y suis restée 2 ans et demi. Parce que donc on déployait les méthodes agiles, donc c'est des méthodes de développement logiciel qui permet vraiment de faire des choses petit pas par petit pas et d'être sûr qu'on va satisfaire le client. Et j'ai déployé ça entre l'Inde et la France. Et entre 2005 et 2007, la vie a fait que j'ai perdu mes parents. Donc, ça m'a permis aussi de gérer tout ce qui était humain vis-à-vis de moi. Et ces méthodes-là étaient aussi liées à l'humain. Et quand je suis rentrée en France, j'ai pris du recul en me disant, mais les méthodes agiles, c'est basé sur l'humain, mais comment on travaille avec l'humain ? Et c'est à partir de là que j'ai repris les études et que j'ai pu faire d'abord un axe plus opérationnel sur ce qui était lean management, puisque le lean management, OK, je vous ai parlé de satisfaction du client, de la gestion des flux, on veut travailler avec la meilleure qualité possible, mais tout ça repose sur des êtres humains. Donc, c'est déjà comment cette méthode-là, qui était basée là-dessus, donnait beaucoup, pour moi, d'outils de pratique opérationnels, mais donnait pas des réponses comment on gère l'humain. Et à partir de là, donc j'ai fait cette première formation sur lean management. Et ensuite, j'ai vraiment fait une formation de leadership éthique, puis ensuite de coaching professionnel, pour arriver après à la préparation mentale. Mais ça, vraiment, le tournant entre 2005 et 2007, c'est comment les Indiens sont très proches de gérer les personnes au quotidien. Et ça m'a vraiment appris. Et donc, à partir de là, j'ai voulu approfondir. Est-ce que, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu as découvert cette façon de gérer l'humain en Inde avec les Indiens et ça t'a donné envie d'aller plus loin ? Pas forcément séparé, mais où est-ce que tu avais déjà un manque à ce niveau-là ? Est-ce que tu avais constaté un manque en termes de gestion de l'humain dans ta carrière précédemment et tu t'es dit non, là ça fonctionne pas, ça va m'aider à faire fonctionner ? Oui, alors il y a eu 2 choses, c'est-à-dire que dans ma carrière, j'ai rencontré des managers qui ont été vraiment des managers qui m'ont appris beaucoup de choses.
Et en fait, j'ai appris par eux. Et je pense qu'eux, ils n'avaient pas forcément, et je leur ai jamais posé la question de savoir s'ils avaient des outils pour me manager. Mais j'ai eu quand même la chance d'avoir 2 ou 3 managers qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait travailler sur la prise de risque, sur les défis, mais tout en étant dans un cadre qui était sécurisé. Donc, et je pense que j'ai appris par eux-mêmes. Et donc, je faisais des choses de manière intuitive en Inde, parce que devant des personnes dont on n'est pas dans la même culture, etc., je m'étais rendu compte que, OK, moi, j'avais pris de ces managers-là, mais il y avait ce manque qu'à côté de ça, j'avais pas d'outils spécifiques. Oui, pas la méthode. Non, en fait. j'avais pas de méthode. Ouais. Donc, j'avais des exemples. Et ça, c'est super important dans une carrière d'avoir des exemples. Et c'est, voilà, je le dis tout de suite, c'est-à-dire qu'actuellement, on a des alternants dans l'entreprise ou des stagiaires, mais je fais tout pour leur donner des repères dès leur démarrage dans l'entrée de l'entreprise parce que ça m'a marqué. Et si je peux les marquer en me disant, dans 30 ans, ils se diront, j'ai rencontré Elisabeth, elle m'a donné des outils, je trouve ça super. Ouais. Donc, eux, ils m'ont donné ces outils-là. Et à partir de là, moi, je voulais quand même avoir quelque chose de plus concret parce que je voulais le passer à une échelle un peu plus grosse que 1 ou 2 personnes dans un parcours de 30 ans ou de 20 ans. Et parce que quand tu étais en Inde, tu as senti que tu avais besoin d'une méthode parce que la gestion managériale, elle était difficile en Inde ? Disons que les méthodes agiles sont vraiment basées sur l'humain. Et donc, ce que on sentait, nous les développeurs ou les ingénieurs, voilà, on était sur le terrain, on sentait que ces méthodes dans le développement de logiciels pouvaient nous apporter beaucoup parce que ça permettait de voir tout de suite si ce qu'on avait développé pouvait être vu par un client, il était satisfait ou pas. Donc ça, c'était vraiment important. Mais les managers se disaient, OK, ça c'est pour les développeurs, les testeurs, etc. Mais eux, ils avaient besoin d'avoir quelque chose de plus cartésien, j'allais dire. Et j'arrivais pas à leur faire comprendre que c'était ce qu'on faisait, c'était très important. Et donc, c'est pour ça ce manque-là est encore plus important quand vous êtes face à une autre culture qui doit développer pour vous et se dire, comment je vais faire pour leur apporter des outils. Et je voulais surtout des outils qui marchent, quelle que soit la culture. Mais alors attends, parce que tu voulais manager des managers, c'est ça ? C'est ça un peu l'idée ? Tu voulais des outils pour réussir à manager tes managers qui te mettaient des bâtons dans les roues ? Non, alors pas des bâtons dans les roues, je voulais coacher ou manager des managers pour leur faire comprendre que les méthodes agiles, c'était pas une lubie de développeurs, mais c'était quelque chose qui leur permettrait de faire de la performance, et de la performance économique, mais aussi de la performance humaine. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis allée, quand je suis rentrée, je suis allée me former au Lean Management parce que c'est une méthode qui permet de voir là, il y a beaucoup d'outils, de voir le flux et de voir les endroits où ce qu'on appelle des gaspillages, c'est des temps d'attente, c'est du stockage, etc. Et là, dès qu'on le transforme en jours-hommes perdus ou en euros perdus, ça fait comme au casino. Là, ils comprennent les managers. Et voilà. Et donc ça, de manière opérationnelle, c'était très clair à partir de cette méthode-là. Mais derrière la méthode Lean Management, il y avait l'humain. Mais ça, OK, il y a de belles choses dans le Lean Management. Ils disent développer les personnes, faire de l'amélioration continue, apprendre. Oui, mais comment on gère l'énergie, comment on gère les émotions de quelqu'un qui arrive le matin fatigué, etc. Et on lui demande de produire. Et ça, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait à côté. Mais c'est vrai que cette expérience 2005-2007, il y a eu cette prise de recul parce que j'étais peut-être éloignée d'un système. J'avais la France qui m'aidait, mais j'étais quand même globalement toute seule à être au milieu d'équipes. Et ça, je pense que j'avais plus de temps pour réfléchir, pour lire pendant le week-end ou le soir. Et donc, ça a permis de mûrir en me disant, je veux encore, parce que je suis curieuse et j'ai envie d'évoluer, d'aller creuser ça. OK. Donc du coup, après ça, tu as repris tes études à la suite de l'épisode indien. Donc tu as dit que tu t'es formé donc, au Lean Management, au leadership éthique. Alors ça m'intrigue aussi beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le leadership éthique ? Donc dans le master que je faisais, le leadership éthique, le leader, c'est quelqu'un qui entraîne les autres, mais qui doit avoir cette capacité de voir où ils sont et jusqu'où on peut les amener.
Et ça, c'est hyper important parce que vous pouvez être leader et ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me former et que j'ai voulu implémenter le lean management avec cette valeur de leadership, on m'a dit « Wow, t'es loin, tu vois, le peloton, il est derrière. » et c'est là que j'avais pas les outils parce que je pouvais parler de leadership éthique, c'est-à-dire d'expliquer qu'on pouvait rentrer l'éthique dans le monde du travail en faisant attention à l'endroit où sont les personnes, etc. Mais j'avais pas complètement les outils pour le faire. Mais ça m'a permis vraiment de dire, OK, un leader, c'est quelqu'un qui se positionne, qui a une idée, mais qui est capable de parler et d'embarquer les personnes et pour faire quelque chose qui tient compte des êtres humains et aussi ce qu'on dit de la planète et de tout ce qui est sociétal. Et ça, c'est ça qui est important. Donc, c'était déjà cette premier master qui m'a permis de prendre conscience que je pouvais être un leader, et ça c'est important, et que je pouvais être un leader éthique en me disant je tiens compte qu'en face de moi, j'ai des êtres humains qu'on accompagne et qu'on est là pour les faire grandir au quotidien et de faire attention à la planète. Et donc le lean management pouvait faire attention à la planète puisque quand on conçoit un produit, on se dit comment on va le faire pour qu'il soit produit, mais qu'il soit aussi recyclable ou en fin de vie, comment on va récupérer tout ce qu'il y a dans un produit qui est récupérable. Et qu'est-ce que ça fait de reprendre ses études à 40 ans ? C'est une expérience. C'est une super expérience parce que par rapport à 20 ans, où on est plutôt... voilà. Alors moi, ce que je partageais, c'est que jusqu'à la terminale, j'avais l'impression de faire du bachotage. Au moins, quand j'ai démarré mes études d'ingénieur, j'avais les projets à faire, il y avait du concret. Mais à 40 ans, on est encore plus mûr. C'est-à-dire que je vis un peu presque l'alternance de ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'apprécie, maintenant, il y a beaucoup d'écoles, il y a l'alternance. Les jeunes sont à la fois dans le monde de l'entreprise et à la fois à l'école. Et ils voient tout de suite ce que c'est que la différence entre le monde de l'entreprise et l'école. Et là, à 40 ans, mais en fait, j'avais déjà 20 ans de carrière. Ouais. Et de se dire, je suis mûre pour tout de suite appliquer les choses et puis de se dire qu'on est curieux et qu'à 40 ans, notre cerveau, il est aussi capable d'apprendre de nouvelles choses. Totalement d'accord. Voilà. Mais c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. Je crois que je t'en avais parlé en plus. Mais si j'avais fait mes études, donc bientôt 20 ans en arrière, à l'âge que j'ai aujourd'hui, mais je me serais 2 fois plus éclatée. Et en fait, tu fais plus les choses de la même manière. Comme tu dis, en fait, il y a un petit côté bachotage dans les études où on te dit, ça, il faut que tu le connaisses par cœur. Mais en fait, tu n'arrives pas à te projeter dans ce que ça peut rendre réellement. Et pourtant, j'ai fait des études en alternance, donc j'avais quand même un pied dans l'entreprise, tu vois. Mais oui, le recul de reprendre ses études à 40 ans, ça doit être génial. Moi, j'ai suivi une formation l'année dernière un petit peu longue. Il y a 2 ans maintenant. Oui. Et effectivement, j'ai pris tellement de plaisir, en fait, à me dire que tout ce que j'étais en train d'apprendre, j'avais envie de l'apprendre parce que je savais pourquoi je l'apprenais aussi. Et ça, de se dire qu'il y a un côté très applicable tout de suite, ça change la donne. Et je me suis dit, mais c'est là où on devrait, en fait, effectivement réinscrire pour toute la vie le fait d'apprendre des nouvelles choses, parce que plus on avance dans le temps et plus on est mûr pour pouvoir les apprendre et les mettre en pratique derrière. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, c'est quoi la place de la méthode Target dans cette formation que tu as reprise ? Tu peux nous en dire plus ? Parce que tu nous as parlé du lean management. Oui. Je pense qu'on a à peu près compris, mais si tu as une définition claire, nette et précise à apporter à nos auditeurs et auditrices, c'est toujours du plus. Et cette fameuse méthode Target, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais répondre à la partie question lean management. Le lean management, c'est comment, on va dire en résumé, c'est vraiment comment on fait de l'amélioration continue au quotidien avec 4 grands axes dont j'ai déjà parlé. C'est comment on satisfait un client. En même temps, comment on a une vision à court, moyen et long terme, de se dire comment je peux aller atteindre un nouveau marché ou un nouveau produit à développer. Mais comment je mets tout ça en flux pour que ça puisse être produit le plus rapidement possible, mais qu'on produise le bon produit ou la bonne solution ou le bon service. Donc, chercher la qualité et basé sur les humains. Donc, c'est vraiment, à partir de là, c'est comment je rends visibles les choses, comment je fais de la résolution de problèmes. Et si on fait de la résolution de problèmes, on fait de l'apprentissage et comment je capitalise
à partir de cet apprentissage. Mais du coup, ça passe par une espèce de matrice décisionnelle ou en quoi ça consiste? Alors, en fait, c'est un système complexe, c'est-à-dire qu'on rentre par n'importe quel bout de tout ce que je viens de vous dire sur les axes. Sur un schéma, j'imagine? Oui, alors souvent, chez Thales, on le représente par un double infini. D'accord. Voilà, c'est un double infini parce que, en fait, tout est imbriqué, donc on rentre soit dans la partie vision, soit dans la partie satisfaction, comment je fais du flux, comment je fais de la qualité, les êtres humains au milieu parce qu'on est sur des personnes. Donc, c'est un système et d'être toujours dans cette démarche d'amélioration continue basée sur ses capacités de rendre visibles les choses, résoudre les problèmes, apprendre, se développer, développer les autres et faire de la coopération. Et j'imagine qu'il y a plein d'outils qui s'imbriquent à chacune des étapes pour résoudre les choses qu'on vit. Alors après, il y a toute une valise d'outils, mais qu'il faut utiliser à bon escient. Oui, voilà. C'est ça. Et donc ça, on peut être accompagné en entreprise par des spécialistes du lead management. Ce que je fais, ce que je peux faire, tout à fait. D'accord. Voilà. Okay. Et donc moi, j'ai rajouté, donc pour la deuxième question, qui est la méthode Target, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation de coaching professionnel, donc j'ai d'abord, parce qu'à côté, donc Thales, j'ai ma boîte depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2014. Voilà, ça va faire 12 ans l'année prochaine. Et là, il y a cette formation de coaching professionnel, donc pour toutes les techniques de coaching. Et ensuite, j'ai fait la formation de préparation mentale de méthode Target, qui permet vraiment de se dire comment je peux aider à développer les compétences mentales pour démultiplier les compétences opérationnelles, techniques ou managériales. Et ça, c'est hyper important pour moi, c'est de se dire qu'on a des compétences mentales et que grâce aux compétences mentales, on peut démultiplier les compétences opérationnelles. Mais si on perd nos compétences mentales, on peut des fois perdre toutes nos compétences techniques. Complètement. Et c'est là que c'est un peu dommage. Moyens, comme on dit. Tout à fait. Ouais. Quand on dit perdre ses moyens, c'est qu'on a perdu tout l'accès à nos ressources parce que mentalement, on est coupé de ça et qui fait que par rapport à une demande, on n'est plus capable de répondre. Là, je peux donner un exemple archi concret. Alors, c'est un micro-exemple parce que je pense que ça peut toucher plein d'autres trucs, mais je donne des conférences de temps en temps sur la gamification. On m'invite à donner des conférences. Et une fois, j'ai dû aller faire une conférence en Suisse. Et j'avais prévu un magnifique PowerPoint vidéo pour passer mes slides automatiquement. Du coup, j'avais plus à bouger la souris ni à quoi que ce soit. Et mon speech était calé. Je m'étais entraînée pendant des heures et des heures sur ce visuel et tout était hyper calibré. Je connaissais très très bien mon discours, il n'y avait pas de sujet. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth ? La vidéo a été mise en accéléré. Ah bah ouais, sinon c'est pas drôle. On est d'accord. Et quand j'ai voulu essayer d'arrêter en disant pause, tant pis, je vais prendre la souris, ça n'a pas marché, ça m'a enlevé toute ma slide. Et là, je me suis retrouvée devant 150 personnes. Je ne sais pas quoi faire. Et j'avais littéralement perdu tous mes moyens. Je connaissais cette conférence sur le bout des doigts et j'étais incapable parce que ce problème technique, qui n'était pas si important que ça, j'aurais pu le faire sans visuel. Ça m'avait fait perdre tous mes moyens. Voilà, donc si on s'était rencontrés avant, je t'aurais fait travailler le fait que il y a ce qu'on appelle la gestion des erreurs. C'est parce que dans le monde du sport, on appelle ça la gestion des erreurs, mais c'est les différentes stratégies qui peuvent arriver et c'est être prêt à toute difficulté et qui fait que se poser, savoir faire ce qu'on évoquera, la respiration abdominale ou faire un switch et de se dire, prendre du recul et se dire, ok, par rapport à ça, c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire différemment ? Et hop, on fait le pas de côté. Ouais. Mais heureusement que je l'ai, parce que le nombre de fois... alors, je suis la spécialiste. Moi, j'ai donné beaucoup de formations de l'alerte incendie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'un seul coup, vous êtes obligé de sortir. Ouais. Donc, j'avais 3 heures de formation. Au bout d'1 heure, on a une alerte incendie. Pendant une alerte incendie, on sort. Pendant 1 heure, on est dehors. Et vous n'avez plus qu'1 heure parce que derrière, les autres personnes doivent partir. Eh bien, on ferme le PC. Et comme tu dis, voilà, ce que tu aurais pu faire, prendre du recul, respirer. J'ai fermé mon PC. Et comme je connaissais ma formation par cœur, je l'ai fait oralement sur la dernière heure. Tu sais ce qui s'est passé pendant cette conférence ? Oui. J'étais là face à mon écran. Je regarde les gens et je pars en fou rire. Je suis désolée, mais on va recommencer.
Mais à zéro. Maintenant, il n'y a plus que moi et vous. J'ai tapé un fou rire et ça a dédramatisé la situation. Ça m'a permis de respirer parce que je pense que ça m'a oxygéné aussi. Tout à fait. Et on a pu repartir. Mais voilà, si j'avais pas eu ce fou rire en me disant c'est pas grave en fait. C'est exactement ça. Et donc maintenant, c'est comment tu automatises ça, parce que ça t'arrive, mais ça nous arrive régulièrement d'avoir des choses prévues et ça fonctionne pas comme on a prévu. Faire tout de suite le pas de côté. Ouais. Et plus tu es entraîné, mais plus après tu souris quand ça t'arrive. Exactement. En fait, je dirais que maintenant, quand ça m'arrive, je dis « Oh, je connais !» Facile. Voilà, facile. Et puis, il y a toujours ce... Et plus tu restes, plus tu vas travailler sur la prise de recul, sur cette respi, sur les switches. Donc, voilà, plus c'est maintenant, ouais, on joue avec l'univers. Je sais pas, dire avec l'univers. J'ai une question mi-perso, mi-pro. On dit toujours que un thérapeute devient thérapeute parce qu'il va guérir son petit enfant intérieur. Ma question est, est-ce que tu as eu un déclic personnel qui t'a fait prendre conscience que tu avais envie d'accompagner des gens, donc de développer ton activité de coaching auprès des dirigeants, des managers, justement sur cette préparation mentale en fait? Est-ce que tu as guéri ton enfant intérieur ou finalement non? Oui, j'ai... C'est-à-dire, alors, c'est vraiment quand je suis arrivée à l'âge de 40 ans, j'avais vraiment un moment où j'ai repris quand même la formation de leadership éthique, de coaching et de préparation mentale. On travaille beaucoup sur la vision à 10 ans, à 5 ans et à 1 an. Et cette période, à 40 ans, puisque mes parents sont morts, j'avais 41 et 42 ans, j'étais dans la période de me dire, OK, allez, qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde-là? Okay. Et j'avais envie d'apporter le meilleur et de transmettre. Et pourtant, j'avais que 40 ans. Ouais. Mais à 40 ans, je me dis, la vie, elle avait encore plein de choses devant moi. Mais si je peux déjà transmettre tout ça, ça serait super que ça puisse améliorer l'efficacité, mais la sérénité des personnes au travail, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps, hein, donc 5 jours par semaine. Et je pense que la vie m'a envoyé des messages. Donc par rapport, tu parles à l'enfant intérieur. Je pense que mes parents sont décédés pendant que j'étais en Inde, mais moi, ça m'a mûri en me disant, ils me laissent la place. Donc maintenant, ils sont plus là. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de transmettre, puisque je suis la prochaine, on va dire. Et je pense que ça a été cette mission en Inde a été très forte pour me dire, je suis là, je suis venue ici pour apporter quelque chose. Et j'aime le monde de l'industrie, j'aime le monde de l'entreprise. J'ai vraiment envie d'apporter ce que je peux faire à mon niveau. OK, je ne pourrais pas transformer le milliard de personnes sur la Terre, mais je vais dire, dans le monde de l'entreprise, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le ferai. Et à 42 ans, j'ai vraiment eu cette démarche de commencer à transmettre. Et là, d'autant plus maintenant à 60 ans. Et vraiment, ma mission d'entreprise, c'est de transmettre. On commence à toucher du doigt le côté game changer qui nous a plu chez toi, Elisabeth. Mais du coup, face à ton parcours qui est très riche, nous, on se pose une question. Du coup, qui est Elisabeth Ducard? Comment tu te définis? Comment je me définis? C'est une excellente question. Je dirais que je suis une femme mûre, pleine de maturité, pleine de reconnaissance de ce que je vis au quotidien. Voilà, je reconnais que mes expériences de sport, d'entreprise, aussi de physique par rapport à ce que je suis en train de travailler sur ma scoliose à 60 ans. Donc, je trouve que je suis une femme qui est prête à affronter tous les jours, mais qui remercie tous les jours de vivre ce que je vis. C'est-à-dire que je dis souvent merci parce que je rencontre de belles personnes. Quand c'est des personnes qui sont un peu toxiques, je fais le pas à côté et je me dis, j'ai pas besoin d'être amie avec tout le monde, donc je fais le pas de côté et je continue ma route. Donc, je suis une femme qui est libre et qui est fière de ce qu'elle fait. Moi, je suis fière de ce que je fais. Sur Game Changer, notre volonté, c'est d'inviter des personnes qui ont décidé de changer les règles du jeu, que ce soit dans leur vie pro, dans leur vie perso, à l'échelle d'un énorme changement ou à l'échelle d'un tout petit changement qui a fait la différence. Des personnes, en gros, qui ont entamé ce changement pour eux, pour la société, pour avancer, tout simplement.
Pour cet épisode en particulier, celui qu'on enregistre aujourd'hui, on était à la recherche d'une personne qui aide les autres, justement, à appuyer sur le bouton pause. Des personnes qui aident à prendre le recul. Tu parles t'as dit l'expression depuis le début de l'épisode, à prendre un pas de côté. Pour réussir à transformer en profondeur les liens humains. C'était vraiment ce qu'on cherchait. En fait, on a rencontré plusieurs coachs à notre niveau, des coachs qui nous aident à avancer sur le côté entrepreneurial, donc très performance. Mais on se disait, il doit y avoir, et ça doit exister, des coachs qui aident les entrepreneurs, les dirigeants, les managers, peu importe, à avoir une santé mentale un peu saine, parce que ce qu'on traverse en tant qu'entrepreneur dans la vie de tous les jours, ça chamboule. Nous, ça fait bientôt 11 ans qu'on a monté notre boîte. On a eu des monts, des veaux, tout ça, quoi. Et en fait, on nous a parlé de toi. Et on s'est dit, mais c'est Elisabeth qu'il nous faut dans ce podcast. Ce qui nous intéresse, parmi tout ce que tu as à nous raconter, entre autres, c'est la santé mentale en entreprise. La perte de lien social aussi qu'on peut retrouver en entreprise, où on va être poussé à la performance sans cesse, à faire toujours plus d'argent, toujours mieux, toujours plus vite. Mais finalement, une entreprise, c'est un groupe avec plein de personnes, plein d'individus différents. Comment on fait pour maintenir ce lien social entre ces individus pour faire avancer le groupe de la bonne manière? L'exigence de la performance permanente aussi. Donc tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent venant de toi. Et j'aimerais bien avoir... Alors, c'est une grosse question. Oui, mais quel est ton avis? On va synthétiser. Santé mentale, perte de lien social et la performance en continu. Alors, je vais démarrer par la performance. Ce qui est sûr, c'est que la performance, il y en a... on en parle tout le temps. Et c'est pas un mot... pour moi, c'est pas un mot négatif. Voilà. Il faut de la performance parce que... on vit par la performance. Si on a des entreprises, il y a d'abord une performance économique. Il ne faut pas se le voiler. Mais après, c'est comment cette performance économique, elle est faite sur de la performance humaine, mais dans les meilleures conditions. Parce qu'en fait, on met un mot négatif derrière performance. C'est le côté à tout prix. Voilà. Tu sais. Et épuisant. Alors qu'en vrai, performance, c'est juste faire mieux qu'hier. C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que le mot performance n'est pas négatif. On a cette image de performance négative parce que des personnes l'ont utilisé pour faire du stress, etc. Et ça, c'est là qui fait que d'un seul coup, on se dit, mais non, la performance, on n'en veut plus. Sauf qu'il en faut. C'est-à-dire que si vous êtes là parce que votre société, elle tourne, si je suis là, c'est parce que ma société, elle tourne, c'est qu'on fait de la performance. Sinon, on n'y arriverait pas. Mais c'est comment on fait de la performance dans les meilleures conditions. Et d'où le fait que je travaille sur... on va dire que tu as utilisé le terme de santé mentale. Moi, je fais de la préparation mentale parce que plus on va être capable de gérer ses compétences mentales, plus on va gérer notre performance dans les meilleures conditions. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, la préparation mentale, c'est comment je donne. Donc, la définition que je donne de la préparation mentale de la méthode Target, c'est un ensemble d'outils cohérents, de pratiques et de stratégies qui sont spécifiques, qu'on met en œuvre dans un accompagnement, mais au service du bien-être, vraiment d'abord de la performance du bien-être. Voilà, à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle. Donc, après, l'objectif, c'est la réussite personnelle et ou professionnelle. Et au fur et à mesure, pour qu'elle ait les outils pour devenir de plus en plus autonome. Et la performance passe d'abord par le bien-être. Et c'est ça que souvent les gens oublient, c'est qu'ils voient que la performance. Alors c'est vrai qu'on voit les sportifs, donc on se dit ils y vont à fond, mais ça passe par le bien-être. Et surtout, ces sportifs, ils sont entraînés, pas tant physiquement que mentalement aussi. Voilà. Et alors, toute personne, quand on développe les compétences mentales, c'est pour qu'elle soit mieux dans ses compétences opérationnelles. Il faut qu'elle travaille ses compétences opérationnelles. C'est pas parce qu'on va faire du mental que d'un seul coup, elle va aller faire une... Elle va courir plus vite. Voilà, elle va courir ou elle va être capable de gérer une réunion. Si elle l'a jamais fait, il va falloir qu'on lui apprenne aussi. Donc, c'est pour ça que derrière, c'est vrai que je travaille sur la santé mentale. Alors, moi, je n'utilise pas le terme de santé mentale puisque je suis pas thérapeute. Moi, je travaille sur la compétence mentale, d'où le fait que, à partir des compétences mentales, quand on va travailler là-dessus, je travaille sur ce qu'on appelle 2 axes, ce qu'on veut atteindre en prépa mentale, c'est l'axe fluidité bien-être, c'est comment je suis être capable de faire de la performance
et d'être capable d'aller vers de la maîtrise qui me permet de faire des choses qui sont bien, je suis en sécurité, en sérénité. Et puis de l'autre côté, comment je suis capable de me relever des défis, donc de relever des défis au sens performance. Et là, c'est la performance, la fluidité performance. Donc souvent, les sportifs utilisent le mot de flow. Voilà, c'est tout est nickel, tout s'est bien passé, j'étais super bien. C'est fluide. C'est parce que ils sont arrivés à faire un alignement entre les compétences sportives pour lui et les compétences mentales. Ouais. Donc c'est vrai que je travaille sur implicitement sur la santé mentale, parce que plus j'accompagne les personnes dans le monde de l'entreprise à mieux gérer leur mental, et donc dans le modèle que j'utilise, il y a les énergies, les émotions, l'estime de soi. C'est ton triptyque ? C'est le triptyque de base. Okay. Voilà. Alors, surtout, d'abord, il y a l'énergie et les émotions, c'est ce qu'on appelle l'activation de l'action. Et ensuite, on a l'estime de soi et la motivation, c'est l'équilibre de l'action. Et après, on a tout ce qui est concentration, alors sur le passé, sur le futur. Donc, c'est comment on apprend de notre passé, puis comment on se projette dans le futur, pour être vraiment concentré dans le présent. Donc ça, c'est le modèle. Et après, il y a le 8e élément de potentiel, qui est la communication, parce qu'on est au milieu de personnes. Et donc, pour répondre à ta question là sur le game changer, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que par la prépa mentale, la préparation mentale, le développement des compétences mentales, c'est de faciliter les interactions. Ouais. Voilà. En fait, dans la communication, on a les interactions, on a la collaboration, on a la coopération. D'où ce qu'on disait tout à l'heure, ça part de soi. Mais plus les gens vont être capables de gérer eux-mêmes leur positionnement individuel pour être bien, tu vois, par rapport à ta conférence, tu es bien, fait que derrière, les gens, tu as 100 personnes qui peuvent être bien aussi. C'est ça que je veux développer. Donc, moi, c'est vraiment d'apporter cette huile qui fait qu'on sera mieux individuellement, mais au service du collectif. Parce qu'on est forcément au milieu d'autres personnes. Tu veux ruiner les thérapeutes, en fait. Alors, grâce à toi, les thérapeutes n'auront plus de boulot. Non, alors vraiment, je rigole, c'est une blague. Hein. Je le dis tout de suite, je ne suis pas thérapeute. Mais non, ce que je veux dire, c'est que grâce à la prépa mentale, finalement, on n'a plus besoin d'aller en thérapie derrière, puisque tu auras réussi à aligner toutes les planètes physiques et mentales des gens, et il n'y aura plus de problème. Non, parce que je pense qu'il faut vraiment que je le dise, c'est-à-dire qu'on a besoin de préparateur mental, mais on n'est que préparateur. Et il y a quand même des cas où on a besoin de thérapeute. Et c'est notre déontologie en tant que préparateur mental, c'est de se dire que si on est face à une personne où on sent que ça va plus loin, parce que la personne, elle arrive avec un bagage. Oui. Et donc, je peux pas tout résoudre. Donc, quand je sens que ça va plus loin que ce que je suis capable de faire, et ça, on signe notre charte de déontologie, on dit à la personne, donc je ne peux pas aller plus loin avec vous sur cette problématique-là. Il y a des thérapeutes et on les renvoie vers des thérapeutes. Et c'est ça qui est hyper important. Ouais. On n'est pas des magiciens. On n'est vraiment pas des magiciens. Donc c'est ça qui est important, c'est quand j'accompagne les personnes, il y a l'implication. Donc les gens sont prêts à y aller. Mais si je vois si ça va plus loin que quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas thérapeute, vraiment là j'insiste, je renvoie vers des thérapeutes et la préparation mentale s'arrête ici. Oui, voilà. Chacun son métier. Exactement. Oui, c'est ça. La préparation et pas dans le soin de du mental. C'est par rapport à des problématiques qui sont plus loin que ça. Ouais. Après, on va dire dans les 95%, même 98%, ça m'est arrivé 2 fois de renvoyer vers des thérapeutes. Sinon, tout le reste du temps, les personnes que j'ai accompagnées dans le monde de l'entreprise, on a pu travailler sur leurs compétences mentales au service de leurs compétences opérationnelles ou managériales. Et derrière, j'ai des retours qui me font plaisir et eux, ils sont bien aussi. Donc je les aide. Du coup, tu as voulu devenir coach avec le panel d'outils auquel tu t'es formé. C'est quoi la problématique qui te hérisse le poil où tu t'es dit qu'il fallait vraiment que tu apportes une solution à ça? Ouais. Alors, celle qui me vient, c'est les personnes, donner aux personnes des outils qui évitent qu'on parte sur des échanges dans les réunions qui peuvent
partir sur des conflits et sur des mots MOTS qui peuvent être sortis par les personnes parce qu'elles sont dans un état de stress qui fait que derrière, ça se transforme en MAUX, en mood et qui en rame pour pouvoir attraper des situations. Et je me dis, mais le nombre de fois où j'ai assisté, et j'avais pas encore les outils, mais à des gens qui commençaient à s'énerver, à monter le ton et à sortir des choses qui devaient pas être sorties dans des types de réunions techniques, je me dis waouh. Et ça m'érisse parce que je me dis mais si toutes ces personnes-là avaient vraiment les outils de base comme celle, je vais dire la respire abdo, mais qui est vraiment la technique la plus basique qui existe, mais si tout le monde était formé à ça éviterait mais vraiment des situations conflictuelles et qui permettraient de se dire ok, on se pose. Voilà, aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter 5 minutes, on va faire une pause, on va revenir après, on va se calmer. Et ça mérite de me dire, mais il faudrait que tout le monde dans l'entreprise soit formé au moins à ça, voilà, à 2 ou 3 outils de base qui permettraient vraiment de les donner et qui permettraient d'éviter des réunions. Moi, je me dis, mais waouh. Et il y a des fois, moi, j'ai fait tampon parce que d'un seul coup, j'ai permis, avec les techniques que j'avais, j'ai pu arrêter des réunions, mais je peux pas être dans toutes les réunions. Donc vraiment, ça, voilà, si je peux reprendre ton terme de hérisser, c'est vrai que là, je trouve que ça faciliterait vraiment la coopération et la collaboration. On est quand même dans un monde d'adultes et que si des gens n'arrivent pas à s'écouter parce qu'ils peuvent, alors pour des raisons, j'allais dire techniques, mais des fois c'est parce que les personnes arrivent avec une fatigue, une difficulté extérieure qui n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise, mais il y a un événement qui déclenche cette situation négatif, mais qui n'est pas forcément lié à 100%, ouais. Mais parce qu'elle a peut-être vécu quelque chose à côté qui fait qu'elle ne peut plus et qu'elle n'a pas les bons repères. C'est le fameux vase qui déborde. Voilà, ouais. Et qui déborde peut-être pas au bon endroit. Non. C'est marrant, tu as employé du coup le monde, on est dans un monde des adultes, et ça fait beaucoup écho à quand moi j'ai commencé à travailler, donc mon premier job professionnel, je suis tombée de ma chaise. Parce que en fait, de ma plus tendre enfance aux études, on nous a tout le temps appris à collaborer, à travailler ensemble, à être bien sous tout rapport. On te rabâche que sinon on peut pas faire ça dans le monde des adultes, etc. Je suis arrivée dans le monde des adultes, j'avais l'impression d'être en maternelle, avoir que des pia sur machine a fait ça, machin a fait ça. Et je trouvais qu'on passait une énergie folle à des guéguerres de maternelle. Ça m'a vraiment complètement décontenancée, moi qui avais complètement idéalisé ce monde des adultes sur lequel on m'avait mis une oppression jusqu'à l'arrivée où alors là, vraiment, j'étais vraiment tombée de ma chaise, quoi. Ouais. Mais du coup, on a besoin de cette méthode même dans la vie de tous les jours, je pense, tu vois. Parce que là, tu donnais l'exemple de la réunion qu'il faut stopper quand il y a un mot dit plus haut que l'autre, mais la vérité, c'est que c'est aussi valable dans le métro, c'est aussi valable au déjeuner du dimanche midi avec tonton Gérard, c'est valable pour tout, en fait. C'est ce que je disais, la prépa mentale, on travaille sur la fluidité bien-être et la fluidité performance. Le bien-être, c'est comment on arrive à gérer ça au quotidien. Alors, je reconnais que... je suis pas une superwoman. Quand je démarre mes conférences, je dis que je suis pas une superwoman. Ça m'arrive de craquer, mais j'ai une rapidité qui fait que j'ai un automatisme qui fait que dès que je sens que moi-même, ça part, j'utilise tous mes outils au quotidien. Et les outils, je les utilise partout, dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise, dans le monde sociétal, voilà, et on est mieux. C'est bientôt le repas de Noël. On va demander à Elisabeth ses tips pour pouvoir gérer les relations familiales à table. C'est salutaire. Mais du coup, c'est génial parce que la transition est parfaite pour la 3e partie de ce podcast qui va être vraiment ton élément game changer. Donc, on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui fait de toi une personne qui est game changer. Elisabeth, rentrons dans le vif du sujet. Si demain, je te prenais comme coach, qu'est-ce qu'on fait ? Comment se passe notre premier rendez-vous ? Vas-y, dis-moi. Alors, le premier rendez-vous, en fait, d'abord, on vérifie qu'on a envie de travailler ensemble. Ok.
Voilà, parce que ça, c'est ce que Donc je vous on fait disais. connaissance. Voilà, on fait connaissance, on regarde quel est le niveau de motivation sur lequel tu as envie de t'investir sur travailler sur tes compétences mentales. Je présente le modèle, donc ce que je vous disais, les 8 éléments de potentiel, parce que ça s'appelle le modèle de performance mentale de méthode Target, donc parce que je suis formée à cette méthode-là, hein. Il y a d'autres méthodes, mais bon, c'est la méthode que j'utilise. Donc je présente le modèle, je présente aussi 2 autres outils qui est le profil mental d'action, parce que on a un profil mental d'action. Donc, c'est les fameux 5 zones où on a 2 zones, ce qu'on appelle 2 zones vicieuses, qui est la zone du stress et la zone de routine. Et après, on a 3 zones vertueuses, qui est le défi, la performance et la maîtrise, dans lequel on essaye d'être dans ces 3 zones-là. Donc là, c'est notre jauge pour savoir quel profil on est, c'est ça? Alors, et donc, pour avoir ce profil-là, je te propose de remplir un diagnostic de performance mentale qui est un diagnostic basé sur une centaine de questions, voilà, qui a été développé par Christian Target. Et à partir de là, on a un profil mental d'action. Et c'est un profil, c'est pas un profil de personnalité. C'est pas, t'es pas comme ça. C'est à un instant donné, c'est comment tu es capable de gérer tes compétences mentales. Alors souvent, tu ne les connais pas, donc tu ne sais pas les pratiques, mais comment déjà tu es capable de faire de la prise de recul, de faire de la visualisation, de faire du switch, etc. Donc il creuse ça, ça permet de faire ça. Donc le premier entretien, je t'explique ce que c'est que le modèle de performance, ce que c'est que le profil d'action. Je te propose le DPM, le diagnostic de performance mentale, et puis on vérifie qu'on a envie de travailler ensemble. Hein. C'est pareil, si tu n'as pas envie de travailler avec moi, tu le dis, si vice-versa, on vérifie ça. D'accord. Et si on est OK, à partir de là, on part sur le remplissage du DPM, et ensuite, on va travailler sur une problématique, puisque l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, on va travailler sur quelque chose de concret. Donc il faut que j'arrive avec un vrai problème. Alors, un vrai problème ou un ensemble de problèmes, mais c'est mieux parce que comme ça permet vraiment de se dire il y a un avant, un après. Okay. Puisqu'on veut amener de l'autonomie sur la personne, on verra sur un cas concret comment tu étais avant sur cette difficulté-là et qui fait que grâce aux pratiques et aux techniques que je vais partager avec toi en fonction de ton profil mental d'action, comment tu vas vers du mieux et vers de l'autonomie. Exemple, je travaille. Je suis associée avec mon conjoint. On travaille tous les deux à la création de notre entreprise. Elle fonctionne bien, mais on n'arrive pas à gérer les conflits quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est un type de problématique qu'on peut gérer avec toi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà, tout à fait. Et à partir du diagnostic, on regardera, mais sans avoir quand même le diagnostic, j'irai creuser en disant qu'est-ce qui pourrait être l'élément déclencheur. Tu vois, on va essayer la première séance, on essaye de voir le problématique situé. Quand est-ce que ça se produit, combien de fois, qu'est-ce qui pouvait avoir comme élément déclencheur, donc il y a des outils qui permettent de vérifier quels sont ce qu'on appelle les sentinelles, qui permet de détecter dans le corps ce qui commence à les fourmillements, les doigts, le poil qui hérisse. Voilà, donc après, la personne le garde pour elle, elle n'est pas obligée de me le dire, mais ça permet de voir ça et de se dire, après, il y a pas mal d'outils qui permettent de gérer, de le tester. C'est ce qu'on disait, je suis sportive, mais on a de l'entraînement. Pareil, le mental, ça sera de l'entraînement mental. Tu vas aller au conflit avec madame. Non, c'est comment tu vas avoir des outils pour ne pas aller au conflit. D'accord. Et qui fait que c'est ce que je partageais avec des personnes, c'est que on a une manière de fonctionner et qui est peut-être, tu rentres régulièrement en conflit pour un élément déclencheur. Tu vas peut-être l'identifier en creusant ce qu'on va creuser, qui fait que quand il va arriver, tu vas le voir venir et donc tu vas travailler sur le fait que ça va pas déclencher le conflit habituel ou la manière de répondre habituellement, qui fait que tu vas répondre différemment. Et que la personne en face, elle va être surprise, mais elle va répondre différemment. Et d'un seul coup, en fait, grâce à ce que tu as comme technique, tu as une influence sur les personnes qui sont en face de toi. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'impact sociétal. On a un impact, le fait qu'on modifie la manière de gérer notre énergie, notre émotion, notre estime de soi dans une situation qui fait que les personnes, elles ont un répondant. Elles ne vont pas répondre avec du conflit puisque tu ne vas pas chercher le conflit. Et dans quel contexte, du coup, est-ce qu'on peut faire appel à toi ? Est-ce qu'il y a des sortes de problématiques récurrentes que tu vois se dessiner petit à petit ? Oui. Alors souvent, on a la gestion du stress.
Ouais. Alors, dans n'importe quel, du moins différents cas, qui peut être prise de parole en public pour ceux qui doivent faire soit des conférences ou soit des réunions. Il y en a qui ont des problématiques de réunion. Des problèmes pareils en réunion de se dire je m'énerve trop facilement. Donc ça, il y a cette problématique-là. Il y a aussi de la réorientation professionnelle. Ça, souvent, ça vient aussi en se disant j'ai besoin de prendre du recul, de se dire ok, comment je peux faire, etc. Et là, on se pose des questions, mais est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis assez performant pour aller vers ça, etc. Donc ça permet d'aller sur ça. Travailler sur le syndrome de l'imposteur, c'est ça que tu dis? Oui, voilà, il y a ça. Et puis se dire, mais où le tournant à 40, 50 ans, en se disant, j'ai encore 10 ans de carrière, j'ai envie de me réorienter, mais je suis plus sûre de moi, je me pose plein de questions. Donc là, il y a réorientation, souvent gestion du stress. Globalement, c'est ça que je fais, voilà. Est-ce que tu peux nous donner une application archi concrète d'une méthode que tu as mis en place, une action à mettre en place là, si on a un moment de stress? Tu parlais de la respiration abdominale tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire de la respiration abdominale, là, toutes les trois? Oui. Alors, l'action concrète, c'est-à-dire que pour aller jusqu'au bout, Quentin, ce que je te disais, là, tout à l'heure, tu as bien identifié, par exemple, si tu es avec ton conjoint associé, ce qui est intéressant, c'est que tu as repéré que les fourmillements, qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Je disais le poil qui se hérisse. Voilà. Donc, tu vois, le corps parle plus vite que notre intellect. Donc, pour toi, c'est des éléments importants de se dire, tiens, il est en train de m'envoyer des petites alertes en disant, là, je suis en train de monter en stress. Ok ? Là, c'est hyper intéressant de se dire, ok, je suis en train de partir en stress, donc je vais faire une respiration abdominale. Ok ? Et donc, la respiration abdominale, c'est le ventre. Donc, on fait une respiration par le ventre. On gonfle. Et on vide. Donc, en fait, le ventre, on fait comme si c'était un ballon, à la fois devant et derrière. C'est ça qui est important. Donc, on a un ballon au niveau de l'abdomen. Voilà, on le gonfle, et après, on vide le ballon, on va dire, et on fait 2-3 fois, pas plus. Alors, chers auditeurs et auditrices, je vous propose qu'on prenne 3 minutes pour se faire une petite respiration abdominale tous ensemble, où que vous soyez, dans votre voiture, devant votre ordinateur. 3 minutes de respiration abdominale avec Elisabeth Ducard. Alors, on y va. Encore une. Donc, 3 respirations abdominales. Alors, et normalement, on fait redescendre le stress. Alors, même la première. Une suffit. Une suffit. Surtout, alors là, on l'a fait à 3 pour être vraiment bien détendu, relâché. Mais en réunion, il faut une, ça suffit. Ouais, ça suffit largement à débloquer. Ça suffit. Et il y a plein de petites techniques. Alors ça, je vais le partager. Des tips, voilà. C'est, quand vous êtes en réunion, c'est un moment où vous sentez qu'il y a le stress qui monte. Vous avez toujours l'opportunité de faire semblant de réfléchir, de se dire, voilà, où vous êtes en train de passer. Donc le penseur de Rodin, je pose ma main, ma tête sur ma main, je réfléchis. Mais c'est des millièmes de secondes. En fait, les gens en face de vous ne voient pas que vous êtes en train de prendre conscience que vous avez vu que vous étiez en stress et qu'il faut respirer. Mais vous avez plein de techniques, c'est-à-dire, vous pouvez déplacer un peu votre chaise, vous sentez que... Et à partir de là, vous faites une respiration abdo. Ou vous avez un document, vous tournez la page et vous prenez le temps de respirer. Même si vous n'avez pas besoin de lire la page suivante, c'est juste pour vous prendre le temps, ou même de manière à regarder la personne et de se dire, ok, je vais réfléchir à ce que je vais dire, mais en fait, vous faites la respi. Et ce que vous allez dire, ça va sortir. Et en fait, c'est un automatisme qui est vraiment intéressant. Et en fait, les gens en face ne le voient pas que vous êtes en train de faire une respi. Là, on a dit 3 minutes, mais
c'est 15 secondes. c'est en quart de seconde qu'on l'a fait, mais ça permet, et ça c'est vraiment génétiquement programmé pour faire un premier niveau de relâchement. Ok. Et déjà, si ça on arrivait à le faire, ben c'est super. Et puis alors, ce qui est important, ben, j'y pense, c'est que les gens, quand je les coach, ils me disent « Oh non, mais moi la respi abdo, je la connais, j'en fais à mon cours de yoga. » Oui, mais donc elle fait de la respi abdo, la personne, de 17 à 18 le mercredi soir. Non, mais, Pas au moment où on en a besoin. mais parce qu'après, elle oublie qu'elle a cet outil-là. Ouais. Je dis, oui, mais donc en fait, souvent, quand je démarre les premiers apprentissages et premiers accompagnements, je fais OK, bah, tu fais 3 respi abdo, tu en fais une le matin, une le midi, une le soir, et après, à partir de là, bah, tu essayes de l'entraîner régulièrement. Ok. Voilà, ça, c'est le premier niveau de relâchement. J'aime bien ce que tu dis parce que ce qu'on constate quand même, c'est que les moments où les choses dérapent, c'est quand on a été trop rapide. C'est quand on a été Oui. trop vite. Ouais. Et là, en gros, ce que tu dis, c'est quand tu sens que ça va déraper, ne réagis pas. Tu te poses pour pouvoir agir, mais pas réagir. Mais du coup, ça nécessite quand même une vraie reprogrammation quasiment, parce qu'il faut identifier les fameux signaux où tu sens que tu vas quand même partir au quart de tour dans pas très longtemps, et ensuite du coup en 2 prendre le réflexe de l'outil respiration abdominale dont tu as parlé et qui doit sortir de la case yoga en effet, et en 3 du coup réagir différemment à ce que tu aurais fait d'habitude quand tu te serais énervé ou toute autre situation auquel tu aurais réagi différemment. Donc c'est quand même un cheminement où du coup on comprend qu'il y a vraiment une nécessité, d'où la préparation mentale, parce qu'effectivement ça nécessite de prendre en compte beaucoup de paramètres pour que ça devienne une reprogrammation, un réflexe qui soit du coup mis en œuvre différemment par rapport à ce qu'on ferait tout à chacun. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est en train de recréer des connexions neuronales. En fait. Ouais, Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand Alexia, maintenant, tu as repéré les fourmillements et puis la tension là, dans le cou. Là, ça veut dire que déjà, il y a une prise de conscience. De dire, OK, et la prochaine fois où ça t'arrive, tu vas peut-être y penser à la respi abdominale. Mais peut-être que tu vas pas y penser. Mais une fois que la réunion sera finie, tu dis, mince, j'ai oublié. Ben, le fait déjà de faire ça fait que De prendre conscience. tu prends conscience, tu es en train de recréer cette nouvelle connexion neuronale. Et ce qui est magnifique, c'est la connexion neuronale, c'est vraiment alors j'ai plus les termes, 2 axiomes, c'est ça, je crois, qui s'attirent l'un vers l'autre et qui fait que ça permet vraiment de recréer ce nouveau chemin. Mais ce chemin, il faut l'entraîner. Et quand je fais une conférence, je mets souvent le chemin dans les forêts, où on a le chemin qui est tracé, puis un jour, il y a un problème, donc il faut en créer un nouveau. OK ? Mais avant qu'il disparaisse, l'ancien, il a encore quelques traces. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on est vraiment sous stress et qu'on n'est pas arrivé à une automatisation, on reprend l'ancien chemin. Parce qu'on ne fait pas attention, on reprend l'ancien chemin. C'est pour ça qu'il faut entraîner pour que, au bout d'un moment, cette connexion neuronale, elle diminue et qu'on en crée une nouvelle. Et il faut l'entraîner. Mais si on l'oublie, OK, mais qu'on l'identifie après, c'est déjà une manière de faire cette création de connexion neuronale. Mais c'est comme un entraînement, d'un entraînement sportif, quand on doit créer un geste, etc. C'est de l'entraînement. Commencer à identifier ça, c'est notre niveau de stress, mettre en place la respi abdo. Après, il y a des outils, là, ça va plus loin. Après, je vais travailler sur les switches pour encore être plus rapide. Donc, ça, c'est de l'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la logique qu'on a un peu spontanément, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a plutôt tendance à vouloir accuser le reste du monde et d'essayer de les changer sans leur dire, ou alors en leur criant dessus, ou alors voilà. Et en fait, toi, ce que tu proposes, c'est au contraire de te changer toi-même, et qu'au final, c'est ça qui va permettre de changer le système, parce que ta réaction envers le reste du monde est différente, le monde se réadapte par rapport à ce que toi, t'as mis en place comme outil de transformation. Et au final, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le pilier qui est aussi hyper intéressant sur une échelle du coup beaucoup plus large, c'est que le changement qu'on opère de soi-même, il a un impact de manière certaine sur le système plus global, puisqu'on fait partie de ce système-là et qu'on venait le nourrir auparavant, quoi. Et quand tu utilises le terme changement, en fait, le changement provient du fait qu'on gère mieux
notre compétence mentale. En fait, ça vient c'est notre manière de gérer nos compétences mentales qui fait que on a une manière d'être qui est différente, une manière d'interagir qui est différente et qui fait que on a l'impression de changer. Mais c'est parce qu'en fait, on est toujours la même personne, mais avec des meilleurs outils, des meilleures choses comme pratiques, des meilleures pratiques et qui permet d'être en meilleure interaction avec les personnes en face de nous et donc de prendre des décisions qui sont peut-être avec des impacts plus positifs que négatifs. Est-ce que tu as un avant-après un peu exemplaire de ce que tu as pu accomplir avec quelqu'un ? Une personne qui est arrivée avec une problématique bien précise et nous dire ce qui s'est passé après. Oui. Tout à l'heure, je parlais de réorientation professionnelle. La personne est venue. Bon, donc on a quand même fait le premier entretien. Elle m'a dit oui, mais bon, je sais plus où j'en suis, donc ok. Je lui ai dit, mais est-ce que tu veux y aller ? Elle me dit ouais, parce que quand même, il faut que je teste quelque chose de nouveau. Donc on a dit ok, on part sur l'accompagnement. Et au fur et à mesure, donc quand on a fait son diagnostic de performance mentale, par rapport à son envie de réorientation professionnelle, j'ai senti qu'il y avait vraiment un des outils qui s'appelle, qui était autour des raisons d'être et des croyances, et qu'il fallait travailler sur son oxygénation, de ce qu'on appelle l'oxygénation de l'estime de soi. Okay. Qui est un des outils qui est proposé par la méthode Target. Et là, je me suis dit, j'ai essayé d'aller tout doucement vers les croyances. Et à chaque fois, il déviait un petit peu. Jusqu'au jour, je lui ai dit, voilà, moi, je te propose vraiment un outil. Et je pense que c'est l'outil qu'il te faut par rapport à tout ce qu'on a échangé, etc. Et donc, on a pris une grande salle. Donc, c'est un outil avec un certain nombre de thématiques autour du respect, autour des actions. Il y a un certain nombre de termes. Et en fait, il y a on appelle ça la réoxygénation parce qu'on doit tout refaire un parcours par rapport à ces thématiques. Et il doit poser les cartes, on appelle ça des cartes jalons par terre. Et à partir de là, à chaque fois qu'il arrive sur une carte, il dit où est-ce qu'il en est, etc. Et au fur et à mesure où il avançait, mais je le sentais de mieux en mieux, de mieux. Et quand il est sorti, il m'a dit « Waouh, en fait, c'est ce qu'il me fallait ». Mais j'y suis allée vraiment à fond en disant, parce que je sentais que c'était ça, il y avait un peu de réticence. Et autour de ses croyances, de son oxygénation de l'estime de soi, parce qu'il voulait se réorienter, mais il avait peur d'y aller. Il avait des croyances limitantes, voilà, c'est ça qui le bloquait, qui l'enfermait dans un statut qu'il avait aujourd'hui. Il avait des croyances limitantes, et il avait une estime de soi qui était un peu descendue, alors qu'il était prêt à ça. Mais ça l'a reboosté. Donc là, vraiment, cette heure et demie de coaching, mais pendant l'heure et demie de coaching, souvent j'ai des avant-après sur plusieurs séances d'accompagnement, mais là il y a vraiment eu un avant-après entre le début et la fin. Est-ce que cette personne s'est réorientée ? Oui. Elle s'est réorientée, elle a progressé, elle est heureuse et ça l'a reboostée. Donc génial. Vraiment, voilà. Là, j'ai eu un avant-après sur un des outils qu'on a dans la méthode. Okay. Voilà. Après, après, il y a des avant-après sur des personnes qui ont pris, qui ont changé des cours de réunion parce qu'ils étaient beaucoup plus calmes. Voilà. Mais bon, c'est des choses, j'allais dire, plus basiques, mais qui sont importantes pour la personne. Mm-hmm. Mais là, vraiment, la réoxygénation de son estime de soi et ce parcours, c'est très fort comme outil. Et là, ça l'a reboosté parce que derrière, il a eu sa mission à l'étranger dans un domaine nouveau. Et la personne, elle a été recrutée alors qu'il ne connaissait pas tout dans ce domaine-là. Trop bien. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des personnes coachées pour qui, au final, tu pouvais rien ? Et pourquoi ? Alors, souvent, c'est dans le monde de l'entreprise, quand il y a des RH qui m'appellent en disant, voilà, on a besoin d'un coaching. Je fais quand même l'entretien. Là, c'est un entretien tripartite. Puis ensuite, je fais l'entretien avec la personne qui me dit oui, qui me redit oui au deuxième. Mais au moment où on commence à travailler sur sa problématique,
il m'explique que non, il n'a pas besoin. Donc, c'est pas lui qui a fait le choix. Voilà. Donc, en fait, il a dit oui la première fois, il a dit oui la deuxième fois. Puis après, voilà, je le sens. Donc, dans ces cas-là, je dis, on s'arrête. Voilà. Et c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Hein, parce que lui, il vient pas, il expérimente pas. Donc, je lui dis, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc, oui, ça arrive. Alors, voilà. Puis, une autre fois, j'ai eu une étudiante, pareil, qui était forcée par sa maman. Donc, je l'arrête tout de suite. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment qu'il y ait de l'implication. Et si l'implication, elle est fausse sur le premier rendez-vous, ça ne peut pas se cacher après au deuxième ou au troisième parce qu'on voit bien que derrière, il n'y a pas le répondant. Donc c'est comme tout dans la vie. Si tu as en face de toi des coachés qui n'ont pas choisi d'être là, qui n'ont pas choisi d'aller mieux, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et puis je veux travailler avec les gens qui ont envie de bouger. Et ça arrive. Ça peut arriver que je vous dis, le premier rendez-vous, la personne dit oui. Mais en fait, parce qu'elle est forcée, peut-être intérieurement par d'autres personnes. Et puis voilà. Mais après, ça se détecte très vite. J'avais une autre question pour toi, mais du coup, tu y as déjà répondu. C'est une question qu'on aime bien dans Game Changer, c'est de savoir en quoi tu penses être utile à la société aujourd'hui. Alors, en toute humilité, évidemment, c'est vraiment... Tu fais ça, pourquoi ? Est-ce que tu penses que ça a de la vraie valeur ? Quelle valeur tu penses que ça a dans la société ? Mais tu y as répondu tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu l'as fait hyper spontanément parce que c'est ce qui t'anime. C'est quelle est ta place dans la société et comment, à ton échelle, à toi, tu peux faire avancer la société. Donc, tant pis pour cette question, j'en prendrai une autre. On a une petite partie qui touche plus à la vie personnelle, plus toi, Elisabeth, pas la coach. Toi en tant que personne. Le propre des personnes Game Changer, c'est souvent de vivre ce qu'ils prônent. Donc maintenant, on a envie d'inverser un peu les rôles. Comment toi, tu arrives à mettre, t'en as un petit peu parlé aussi, mais comment tu arrives à mettre en application ta méthode à ton niveau et si tu peux nous donner des exemples très précis. Donc les réunions, t'en as déjà parlé, t'as plus le droit d'aborder le sujet. Est-ce que t'as d'autres... Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je l'utilise dans le quotidien. Ouais. On va dire que, voilà, comme ça, je ne parle pas de réunion, mais dans le quotidien, tout le temps. Ouais. Là, je peux parler d'une autre... je suis dans un open space, ok ? Et donc, dans l'open space, quand les managers arrivent en disant « j'ai un problème », ok ? La première fois, mais voilà, comme quoi, même en ayant les outils, je me suis fait avoir. La personne est arrivée, elle me dit « j'ai un problème, est-ce que je peux te boire ?» Ok ? Et là... tout de suite, je lui ai dit, quel est le problème ? Et puis, il m'a pris de court parce que j'ai pas appliqué ce que je devais appliquer, c'est-à-dire prendre du recul, parce que j'étais en train de faire autre chose. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, j'aurais fait la même chose que toi. Quel est ton problème ? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu aurais dû faire ? Et maintenant, parce que je le fais tout le temps, parce que comme je suis toujours en open space, quand des personnes arrivent en disant, j'ai un problème, je lui dis, ok, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir s'il y a une salle de réunion qui est disponible. Et en fait, à partir de là, je me lève et je fais une respire abdominale. Je me mets dans un état d'écouter ce qui va être la problématique, puisqu'ils pensent que je vais résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, je me mets dans un état où je peux prendre du recul. Et donc, en fait, le fait de juste dire ça, je fais 50 mètres sur l'open space pour chercher une salle de réunion, mais pendant ce temps-là, moi, je mets en place tous mes outils. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que là, quand tu mets en place cet outil, c'est pas tant pour gérer ton stress, c'est pour gérer le fait qu'ils ne viennent pas déposer ces problèmes sur ton paillasson, en fait, c'est ça ? Non, c'est parce que tu me mets en... il te met en stress. Je mets en stress parce voilà, en fait, il arrive avec un stress et donc, il m'avait transmis le stress. Et donc, là, la première fois que ce manager m'a fait ça, je savais pas et tout, et donc j'ai répondu à côté, et là d'un seul coup après je dis non, c'est pas ça, et donc ça a été, et là je me pose, donc maintenant c'est une technique. D'accord. Donc voilà, donc on va dire que quelle que soit la situation dans le monde de l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure, les formations où il y a l'alerte incendie, le matériel qui marche pas, j'ai tout eu. Là maintenant, je le prends avec une grande décontraction. Je le dis, j'allais dire dans le quotidien, et je gère les jours où je suis fatiguée quand même. Je suis capable de me dire, ok, là si je suis fatiguée, s'il m'arrive un truc, comment je fais, etc. Donc, je veux dire dans le quotidien professionnel. Puis après, c'est surtout que je le gère en tant que sportif. Ouais. Parce que comme tu disais, Fanny t'a introduit le fait que j'étais 9e mondiale cette année aux 100 mètres brasse et aux 50 brasses.
j'ai vraiment mis en pratique un certain nombre d'outils sur la correction d'un mouvement en brasse parce que je voulais améliorer ma technique, la projection, c'est-à-dire que la visualisation, d'aller repérer dans quelle ligne, parce que j'avais pu arriver quelques jours avant, donc je suis allée repérer, j'ai pris en photo la ligne et après j'ai répété le fait d'être prête le jour J. J'ai vraiment mis tout le relâchement, etc. Donc je le mets dans le monde sportif et j'ai vécu le flow dans le corps. Tout s'est aligné. J'ai refait des temps de 2017 et de 2018. Mais la prépa mentale au service de la prépa physique, parce que j'ai fait des heures de renforcement musculaire et j'ai fait des heures de natation. Oui. Voilà, mais tout associé et d'être prêt le jour J, ça a été vraiment magnifique. Et puis après, le troisième endroit où je mets tout ça en place, c'est dans les conférences. Okay. Voilà, dans les conférences où je prends le plaisir d'accompagner les personnes. Pareil, je fais de la visualisation, je répète la manière de rentrer tranquillement sur l'estrade, d'avoir géré la respi, le mouvement avant d'aller... Voilà, je vais aux toilettes avant, je fais ça. Donc, dans tous les domaines, je l'utilise. D'accord. Et je le repère. Et voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une superwoman. Et ça m'arrive d'être fatiguée, ça m'arrive de dévier, mais j'ai un automatisme qui fait que je réagis beaucoup plus vite qu'une autre personne qui n'a pas les outils. Ouais. Mesdames, je regardais l'heure parce que, en fait, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Et qu'il va falloir qu'on mette fin à ce podcast à un moment. Ah oui, ça passe beaucoup trop vite. Je pas vu non plus, là. Donc, on avait encore plein de questions pour toi, Elisabeth, mais on va devoir terminer là maintenant. Fanny, tu as la question de la fin. Pour clore cette discussion, du coup, quelles sont les leçons que tu as tirées de toutes ces expériences? Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre sur ta vision du monde, sur ce que tu mets en pratique, ce que tu as envie d'infuser? Voilà, c'est ton moment. Vraiment, cette notion d'apprentissage au quotidien. Vraiment, ma mission, c'est vraiment de transmettre. D'apporter de la sérénité dans ce monde de l'entreprise, de faciliter les interactions. Et donc, pour moi, vraiment, continuer à apprendre, d'être curieux, de vivre les choses de manière la plus sereine possible. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Vraiment, cette notion d'apprentissage, d'apprendre tous les jours, d'être curieux, d'aller chercher des nouvelles choses, de vivre à la fois corporellement, physiquement, opérationnellement, vraiment partout, comment ça t'impacte de mettre à profit nos compétences mentales, quel que soit l'endroit où on est. Vraiment, ça c'est ma leçon oui. Vraiment, continuer à apprendre jusqu'à la fin de sa vie, c'est vraiment important. Parfait. Mesdames, moi ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce podcast avec le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mien, en tout cas. Celui qui résumera cet épisode de podcast avec toi, Elisabeth Ducart. Pour moi, c'est pas de côté. C'est le mot qui, je trouve, résume cet épisode. Ne pas hésiter à prendre un pas de côté. Tu as fait plusieurs pas de côté dans ta vie, dans ta carrière. Et je trouve ça hyper intéressant de prendre le temps, parfois, de faire stop. Même si ça dure, comme tu disais, 1/1000 de seconde. Mais de se dire stop, je suis dans la mauvaise direction. Bim. Je prends les décisions qui vont bien. Et toi, Fanny ? Moi, ce qui me marque beaucoup dans ta philosophie, c'est ce principe de se dire qu'est-ce que moi, je peux changer sur une situation qui me déplaît, me met en colère, ne me satisfait pas. Et comment, en fait, on a les clés pour se transformer soi-même et donc, du coup, changer le système qui est autour de nous. Ça, je trouve que c'est vraiment très apprenant. Et pour toi, Elisabeth ? Le mot qui revient, c'est le plaisir de partager. Et là, le fait d'être là aujourd'hui, d'avoir été identifié comme game changer, ça correspond à ma vision que j'ai écrite il y a plus de 10 ans, en disant que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, de changer le monde. Alors, changer le monde, c'est peut-être un terme très grand, mais c'est vraiment de
de changer une manière d'être, d'aller vers du bien-être, vers de la performance. Et donc, je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous, Alexia et Fanny, et avec tous les auditeurs qui m'écouteront. Et j'espère que si ça a permis d'avoir une petite étincelle, de continuer à apprendre, à travailler sur soi. Et c'est le plus grand plaisir que j'aurais pu apporter aujourd'hui. Magnifique. Merci. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions pour votre écoute. On vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Game Changer. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode. Faites parler d'Elisabeth Ducard et du podcast Game Changer autour de vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on vous dit à très vite. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode de Game Changer vous aura plu. D'ici au prochain épisode, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis en attendant, jouez. Il y a tout à y gagner.